Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. C'est parti pour un nouvel épisode et pas des moindres. Cette semaine, nous allons parler stérilisation définitive chez la femme, plus communément appelée ligature des trompes. Pour en parler, je reçois Pauline, la femme badass qui se cache derrière le compte Instagram Break Your Day. Pauline est mariée et mère de 2 enfants de 10 et 5 ans. Pendant des années, elle s'est battue pour trouver un moyen de contraception qui lui convenait. En vain. Jusqu'au jour où ce dont elle avait besoin est apparu comme une évidence. Sûre qu'elle ne voudrait plus jamais vivre de grossesse, elle a décidé de se faire ligaturer les trompes. Dans cet épisode, Pauline nous raconte son cheminement vers ce choix, ce que cela implique dans son quotidien, dans son couple aussi. Elle nous explique pas à pas les démarches qu'elle a effectuées de la prise de décision jusqu'au jour de l'opération. Bref, elle nous dit tout sur son parcours avec la stérilisation définitive. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Pauline. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café une nouvelle fois. Merci. Tu as été la première invitée de Prenons un café il y a 3 ans. Merci encore pour ça. Aujourd'hui, tu reviens. Généralement, quand je reçois plusieurs fois les invités, c'est pour parler d'une nouvelle maternité. Avec toi, ça va être un sujet complètement différent. Mais avant de l'aborder, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Pauline. J'ai 24 ans depuis 10 ans. Je suis maman de Oscar, 10 ans, et Elisa, 5 ans. Donc, je suis à mon compte, je suis rédactrice web. Je donne des ateliers de coaching Instagram et des ateliers sur l'organisation. Je crois que je t'ai pas posé la question à l'époque parce que c'était pas dans mes rituels, mais je vais te la poser du coup aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? Oui, mais justement, je me suis dit que en sachant tout ce que je sais et tout ce que j'ai vécu, cette certitude absolue de l'époque ne l'aurait pas été. Peux-tu expliciter ? En gros, quand on est adolescente et qu'on imagine un petit peu son parcours de vie, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. De facto, j'allais avoir des enfants, j'allais me marier, acheter une maison, etc. Or, j'ai eu des enfants. Donc, je sais maintenant ce que c'est d'avoir des enfants. Et je pense que si à l'époque, à la Pauline adolescente qui faisait son chemin de vie, elle savait ce qu'elle sait actuellement, j'aurais eu des enfants quand même, mais je n'en aurais pas été aussi certaine et je me serais vraiment posé la question. Ah ouais ? Ça n'aurait pas été une certitude Non. Tu dirais que, alors pas un regret, mais est-ce que c'est pas la question, mais qu'est-ce qui te fait dire ça en fait justement ? Parce que c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. On a toute cette attente, je pense, d'une maternité un petit peu parfaite où nos enfants sont faciles, c'est nous, c'est notre sang, tout est beau, tout est lisse, ils nous apportent énormément d'amour, etc. Alors c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup d'amour, mais ils nous apportent aussi beaucoup d'emmerde. C'est pas fou. Et il faut être prête à quelque chose, et ça, je ne le savais pas à l'époque, il faut être prête à se mettre entre parenthèses et à perdre sa liberté quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'à minima, enfin toute leur vie bien sûr, mais à minima, ils ont besoin de nous jusqu'à leurs 4 premières années de leur vie, on va dire, où c'est vraiment très très intense. Bah voilà, pendant ces 4 ans, c'est pas vous, c'est eux. Donc si à ce moment-là, vous avez des projets professionnels, etc., c'est mort. C'est d'abord eux la priorité parce qu'ils ont besoin de vous physiquement. Ils sont très... voilà, on n'a pas le choix. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. C'est qu'on me dise, écoute, tu vas avoir des enfants, donc il va falloir que pendant ce laps de temps, tu te mettes un petit peu entre parenthèses, tu vas perdre ta liberté et c'est un fait. Est-ce que tu avais pensé à un moment, dans peut-être ton adolescence, avant d'avoir des enfants, à un nombre d'enfants que tu aurais aimé avoir ? Ouais. C'était combien ? C'était 2. Pourquoi ? Parce que modèle familial, j'ai un petit frère, donc on était 2, une petite fratrie, donc voilà, c'était mon modèle, mon schéma familial, donc c'était logique pour moi d'être 2, d'avoir 2 enfants.
Si je t'ai demandé de faire cet épisode, c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Tu as choisi de vivre un événement très récemment, la semaine dernière, qui est, je vais dire le mot, stérilisation volontaire. Ensemble, on va parler là de ce qui t'a amené à faire ce choix-là, de ton cheminement intérieur, donc dans ta tête, dans ton couple aussi, parce que c'est une histoire de couple, dans ta famille. Et après, on parlera de l'aspect peut-être un peu plus technique de l'intervention. À quel moment dans ta vie, cette idée de stérilisation, on parle aussi de ligature des trompes, est arrivée? Elle est arrivée, je pense que c'est un cheminement bien, quand j'analyse maintenant, c'est un cheminement bien plus long, mais en réalité, elle s'est posée cet été, quand mon rendez-vous gynécologique approchait, et j'avais le souhait de changer de moyen de contraception. En gros, je suis passée par tous les systèmes. J'ai commencé adolescente avec la pilule, j'ai arrêté la pilule pour avoir mon premier enfant, j'ai mis un stérilet au cuivre. Après le stérilet au cuivre, j'ai mis un stérilet hormonal, donc c'est ce moyen de contraception que j'avais. Et en gros, à chaque fois, j'ai eu des désagréments, donc je n'avais pas trouvé le moyen de contraception qui me correspondait. Et en me posant la question, je me suis dit, mais tu ne veux plus d'enfant ? Pourquoi tu n'envisages pas un moyen de contraception définitif qui t'enlèverait cette charge mentale et qui t'enlèverait surtout tous les désagréments que tu as pu connaître au travers de la pilule et des stérilets. Donc en gros, c'est venu juste d'un truc hyper pratico-pratique, de se dire, il me faut un moyen de contraception, j'ai pas trouvé ce qui me convient, pourquoi pas envisager la contraception définitive ? Je me souviens de lorsqu'on a enregistré le premier épisode, donc il y a 3 ans déjà, on parlait justement de 3e enfant éventuellement. Et en fait, je me souviens que tu m'as dit que chez toi, c'était pas forcément un souhait, mais potentiellement chez ton mari. Comment tu sais que tu veux plus d'enfants ? Alors, je te pose la question en ayant mon avis personnel sur la question, parce que je sais aussi. Mais comment tu sais, toi ? Qu'est-ce qui te dit que tu ne veux plus d'enfants ? Moi, ce qui me dit que je ne veux plus d'enfants, c'est que je ne veux plus avoir à m'occuper d'un nouveau-né. Je ne veux plus avoir les couches à changer, je ne veux plus faire de nuit blanche, je ne veux plus donner à manger à un enfant. C'est une question de pouvoir aussi. Je sais que je ne peux plus faire ça, mais c'est surtout une question de le vouloir. Je ne veux plus avoir à courir après un petit être de 80 cm pour qui la vie c'est Koh-Lanta. Je ne veux plus avoir un enfant qui soit extrêmement dépendant de moi et par conséquent pour qui toute ma vie tourne autour de lui. C'est quelque chose que je ne veux plus. Néanmoins, je me connais assez bien et je sais pertinemment que quand mes enfants vont être plus vieux, qu'ils vont être très autonomes, je sais aussi que l'aspect hormonal, l'horloge biologique va jouer et que je vais avoir ce petit truc de me dire « Ah, mais tiens, un petit bébé à cajoler, ça serait pas de refus ». Et du coup, pour contrecarrer ce système d'hormones qui m'assaille et qui mettrait en berne toutes les certitudes que j'ai à l'heure actuelle, en tout cas qui les passerait en second plan parce qu'elles seraient toujours là, la contraception définitive a été le meilleur moyen de m'assurer que je ne ferai pas de 3e enfant parce qu'au fond de moi, je sais que je n'en veux plus et je ne peux plus faire d'enfant. Comment tu as abordé le sujet avec ton mari ? Eh bien, c'est venu quand justement cet été-là où je lui ai dit « Écoute, il faut que je change de moyen de contraception. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir cette charge mentale. J'en ai marre d'avoir des hormones dans le corps. J'en ai marre d'avoir un stérilet qui me donne des saignements abondants. Je peux plus. Je veux plus. Là, ça commence vraiment. C'est quelque chose qui me pesait profondément. Et donc, je lui ai dit, j'envisage la contraception définitive, donc de me faire ligaturer les trompes. Est-ce qu'on peut en parler ? Donc, on en a parlé. Et la seule chose qu'il m'a dite, c'est, je veux que ton bonheur, donc si toi, tu te sens prête et tu es sûre de toi, fonce. C'était quoi, lui, son postulat sur l'idée d'avoir un autre enfant en plus ? Je pense sincèrement, un 3e enfant, il m'a toujours dit, moi, je suis pas contre. Demain, tu me dis, on fait un 3e enfant, on fait un 3e enfant. Mais je pense que c'est plus du fait qu'il... Alors, c'est bête et méchant ce que je vais dire, mais c'est parce qu'il l'a pas porté, c'est parce qu'il l'a pas accouché, c'est parce qu'il l'a pas allaité. Tout ça, ça joue aussi. Et la paternité... Alors, c'est pas... Attention, je mesure mes propos. C'est pas on voit que le bon côté, mais on n'a pas tous ces côtés que seule la mère vit. Donc lui, il n'avait pas déjà cet aspect-là de la maternité. Et puis, lui, c'est un père extraordinaire. Enfin, les enfants, voilà. Donc c'est un 3e, je sais que ça ne lui aurait pas posé de problème. Ouais. Et il n'a pas non plus de problème avec l'idée que ça s'arrête là ? Non. Dans ce cheminement, justement, de contraception, est-ce qu'à un moment, la question de la vasectomie, pour lui, a été posée ? Oui. Il m'a dit, si tu veux que je le fasse, je le fais. Sauf que je pense qu'il l'aurait fait pour les mauvaises raisons, à savoir, il l'aurait fait pour moi. La différence, c'est que moi, la ligature des trompes, je la fais pour moi, et pas pour lui. C'est-à-dire que c'est une certitude, moi, je ne veux plus d'enfant. Et je ne voulais pas lui priver de ce libre arbitre qu'il pouvait avoir, de se dire, si un jour on se sépare et que lui refait sa vie, il peut encore vouloir des enfants.
Donc, je voulais pas lui priver de ça. Ouais. Alors que si toi, dans le cas d'une séparation, même avec quelqu'un d'autre, tu n'en veux plus. Exact. Ouais, ok. C'est intéressant parce que tu vois, c'est un sujet hyper d'actu, hein, parce que je le vois passer partout, la ligature des trompes, la stérilisation. Il y a Ophélie qui tient le compte Garde des conseils et Mini Coquillette qui en a parlé aussi parce qu'elle a évoqué le sujet aussi et elle disait sur Instagram qu'en fait, elle recevait beaucoup de messages disant bah ouais mais pourquoi ton mec il le fait pas? Comme si c'était parce que c'est moins invasif. C'est vrai que la vasectomie est quand même moins invasive et on en reparlera après que la ligature des trompes. Mais donc du coup, de facto, on dit bah en fait, c'est pas à toi de le faire. Enfin, je veux dire, ça peut être ton mec. Mais là, c'est ce que j'entends et tu me dis si je me trompe, mais on sent vraiment que le choix et cette envie vient de toi, quoi. Ouais. De la même façon, si lui a envie de se faire une vasectomie maintenant, il la fera. Après, moi, c'est aussi un cheminement personnel. C'est des trucs que je mets en place. Ça s'inscrit vraiment dans l'évolution que j'ai par rapport à ma féminité et à mon rôle de femme. C'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire. Ouais. À ce stade de ma vie, c'était nécessaire. Et est-ce que tu en as parlé un peu autour de toi quand on revient donc à cet été-là, où t'as pas encore le rendez-vous et tu chemines. Est-ce que tu en parles autour de toi? Pas trop. J'ai dû en parler à ma mère, mais à ma belle-mère aussi, je crois. Et surtout, j'en parle à mes enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur ai dit que maman et papa avaient pris la décision de ne plus avoir d'enfants, donc ils n'auraient pas de petits frères ou de petites sœurs. Parce qu'il faut savoir que Oscar, c'était très pressant de sa part. Il voulait un petit frère. Elisa, non, elle s'en fout. Mais Oscar, c'était vraiment un souhait qu'il avait. On est une famille, ça me paraissait totalement logique, même si ça reste des enfants. Mais il fallait que je les intègre aussi au processus de la même manière que si on allait faire un petit frère ou une petite sœur, il fallait leur dire. Donc voilà, je décide de leur dire directement. Comment il réagit, Oscar? Oscar se met à pleurer et à être assez en colère. Ah ouais? Ouais. Il te dit quoi? Il me dit que c'est pas juste et que lui voulait un petit frère. Il est triste. Mais voilà, ça dure pas très longtemps. Ouais. Vous en avez reparlé après? On en a reparlé parce qu'à chaque étape, je leur ai dit, notamment là, parce que l'intervention, quand même, ils m'ont vu dans l'état dans lequel je suis actuellement. Donc, mais à chaque étape, je leur ai dit. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai pris la décision jusqu'à mon opération, il y a eu quand même 3 rendez-vous. Donc, disons que tous les mois, on en parlait un petit peu. Ok. Et donc, Elisa, elle n'a pas capté du tout. C'est pas un sujet. Non. Quelle est la première chose que tu fais concrètement, une fois que tu es décidée, tu sais ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu prends rendez-vous chez ton ou ta gynécologue et tu lui fais part de ton souhait. Tu lui dis que tu envisages de faire une ligature des trompes. Et du coup, soit tu sais ce que c'est parce que tu t'es renseigné, soit tu lui demandes toutes les informations possibles. Donc s'ensuit un échange, bien évidemment. Et à la suite de ça, soit ils sont capables de le faire, ils sont chirurgiens, soit non. Et dans ce cas-là, ils te renvoient. Ils font une lettre et ils te renvoient vers un autre praticien. D'accord. Et toi, dans ton cas, t'es tombée... comment ça s'est passé? La première chose, c'est que ma gynécologue, la première chose qu'elle m'a dite, c'est d'accord, mais je vais vous envoyer voir quelqu'un face à qui vous n'aurez pas à vous battre pour votre choix. Oui, elle pouvait pas le faire parce qu'elle n'était pas chirurgienne. Exact. Et déjà, elle me dit ça. Et là, je sens une injustice m'envahir en me disant, mais comment ça, j'aurais pas à me battre? À partir de quel moment un individu que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam a des droits sur mon corps? Quelle est sa légitimité pour me dire vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire cette intervention? Donc ça m'a mise très en colère. Et à tel point que sur le moment dans ma tête, j'étais là, mais vas-y, envoie-moi au charbon, envoie-moi me battre contre un... Je sais pas, je l'imaginais assez vieux, donc dans ma tête, j'étais là, envoie-moi me battre contre un vieux schnock que je lui dis ses 4 vérités, mais pas que pour moi, pour aussi lui lui mettre dans la face tout ce que nous, les femmes, on supporte en fait en matière gynécologique. Et j'avais tous mes arguments en tête, en mode je vais réussir à lui faire changer d'avis, ou alors je lui mets face à ses contradictions. J'étais vraiment, ça m'a foutu en rogne. Quand tu m'as, parce qu'on en a parlé un peu en off, quand tu m'as dit cette phrase, moi j'ai trouvé ça assez aberrant et j'ai eu l'impression de revenir presque 60 ans en arrière quand les femmes se battaient pour l'avortement. Où en fait, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent disposer de nos corps en fait, et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, la stérilisation volontaire est légale, est autorisée par la loi depuis je sais pas quand, je sais pas s'il y a une date, mais en tout cas elle est autorisée si on a plus de 18 ans. On a le droit de disposer de nos corps. Alors toi,
t'as 2 enfants, donc à la limite, on pourrait encore te l'accepter peut-être plus facilement, mais il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent procéder à cette opération et qu'on envoie chier, mais on leur dit des choses, genre elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas ce qu'elles ratent. Non, on sait ce qu'elles ratent et why not? Pourquoi pas? Et je trouve ça assez fou qu'on doive encore se battre, en fait. Mais c'est surtout que ça remet en cause ta capacité de décision. En gros, t'es un peu con-con. Donc non, tu vas pas le faire. On te dit de pas le faire parce que t'es pas capable d'être sûr de toi. Mais c'est faux à partir en fait où il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute, quoi. C'est je ne veux pas d'enfant. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? C'est assez fou comme la parentalité de manière générale est un sujet où tout le monde se permet de donner son avis, tu vois. C'est quand même assez dingue et ça vient déjà dès la procréation. Parce qu'on en discutait aussi avant, c'est Louise, épisode 7, 42 et je ne sais lequel, qui disait tout à l'heure qu'en fait, c'est son mec qui avait essayé qui s'est renseigné pour la vasectomie, et le médecin qui l'a vu lui a dit non, faites pas ça, parce qu'un jour vous allez quitter votre femme pour une femme plus jeune et là vous voudrez des enfants. C'est horrible. C'est atroce. Ça dit quoi du regard de l'homme, de la société sur la femme, en fait? Bah c'est ça. Et on ne dirait pas ça à une femme. On dirait pas, ne le faites pas parce que vous allez refaire votre vie, vous pourrez en... Non. On dit, le fais pas parce que tu sais pas ce que tu veux. Encore là, il y a un décalage. C'est le même acte. Et il y a un décalage de la manière dont on l'approche en fonction du sexe. Mais c'est assez représentatif, en fait, de la société dans laquelle on vit, je trouve. Et ça me rend encore plus en colère quand j'entends des personnes oser dire qu'on a déjà tous les droits et qu'on n'a plus à se battre, que le féminisme ne sert à rien. C'est pas vrai. Bah là, ça ne peut pas être plus faux. Bah voilà. Parce que preuve en est, on a, selon certains praticiens, qui sont quand même médecins, donc voilà, c'est aussi... Mais ils n'ont pas le droit, en plus, normalement. Il y a un truc tout autour de ça, quand même, qui considèrent qu'ils ont des droits sur notre corps. C'est horrible. Non, mais complètement. Et donc, du coup, ta gynécologue te renvoie vers ce chirurgien. Ouais. Comment ça se passe, ce premier rendez-vous ? Donc, du coup, je prends rendez-vous. Et même si elle m'avait dit, je vous mets face à quelqu'un dont vous n'aurez pas à argumenter, j'avais quand même mes arguments. Ah ouais. Est-ce que tu y allais en colère ? Non. J'y suis allée sûre de moi. J'étais plus la Pauline de 15 ans qui se prend pour la première fois un spéculum dans le vagin parce qu'elle vient d'avoir son premier rapport sexuel et qui ose rien dire même si ça lui fait mal. J'étais plus vraiment la Pauline qui a la vingtaine, qui prend la pilule, qui est pas bien, qui est ni heureuse ni malheureuse, mais qui ose rien dire parce que c'est la norme de prendre la pilule et on n'a jamais expliqué ce que ça faisait sur son corps. Là, j'avais 34. Je savais ce que je voulais. Il y avait plus de doute. J'étais sûre de moi. J'ai eu mes 2 bébés, j'ai eu mes 2 grossesses. Clairement, j'avais les arguments, tu vois. Ouais. Et la force, surtout. Le médecin ouvre la porte. Ouais. Est-ce que tu l'attaques direct en lui disant « Je veux ça » et vous n'avez rien à dire? Non. Je dis bonjour. Je lui tends la lettre. Donc je lui glisse et je lui dis « Je viens pour une ligature des trompes ». Et le médecin adorable, il me dit « Ok ». Et là, il me sort une vue de profil et de face du vagin, avec tous les organes. Et il me dit « Donc voilà comment ça va se procéder. » Et puis, de l'utérus, tu veux dire? De l'utérus, pardon, ouais. Et du coup, il me montre qu'est-ce qu'il va faire comme intervention, comment ça va se passer dans les faits, est-ce que je vais avoir mal. Enfin voilà, il reste très technique, très factuel, très factuel, très médical. Et t'as jamais demandé si t'étais sûre de toi? Si. Ah ouais. Et ça, c'est venu après. Il m'a dit, sachez que vous avez un délai de rétractation de 4 mois. C'est un délai légal à partir duquel qu'on ne peut pas surpasser. C'est comme ça. Vous avez 4 mois pour décider si vous êtes toujours sûr de vous ou pas. On va mettre une date d'opération maintenant. Donc, on calcule 4 mois. OK, vous voulez quand? Donc, je calcule pour que mes enfants puissent aller chez leurs grands-parents. On convient d'une date, etc. Et puis voilà. Et du coup, ne voyant qu'il n'y avait pas du tout l'aspect comme ça... Je peux dire quelque chose, machin. C'est moi qui y vais, en fait. Et du coup, je lui ai dit, excusez-moi, mais ma gynéco, elle m'a dit que certains praticiens refusaient de la faire, cette intervention. Il m'a dit, oh là là, m'en parlez pas. J'ai des femmes de toute la France qui viennent me voir parce que mes collègues ne veulent pas le faire. Ce que je trouve aberrant parce qu'on n'a pas le droit de vous dire quoi faire ou pas faire. Moi, je vous ai donné toutes les informations. Vous êtes assez grande pour prendre votre décision. Alléluia. Et donc voilà. Et après, il me dit, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre d'intervention sur une femme qui a 45-50 ans. Vous êtes la cliente idéale, vous savez vos enfants, vous en avez marre de la contraception. Clairement, c'est ce qu'il vous faut. Et ça me fait du bien de l'entendre. Et du coup, je m'assagis vachement et je me dis, il n'y a pas que des gros cons. C'est vrai. Quelles étaient tes questions et tes attentes, toi, avec ce rendez-vous-là? Est-ce que tu avais des appréhensions? Quelles étaient tes questions? En fait, bizarrement, j'en avais pas parce que j'étais tellement alignée avec ma décision et c'était
tellement clair et limpide pour moi que j'attendais qu'une chose, c'est que le délai des 4 mois passe et que je puisse enfin le faire pour être libérée. Donc c'était plus des questions techniques. Est-ce que je vais devoir rester allongée? Combien de temps je vais être off? Je vais pouvoir travailler? Je vais pas pouvoir faire de sport, etc. Donc ça restait vraiment purement médical. Pour le coup, tout ce qui est aspect émotionnel et psychologique, j'avais tellement fait le cheminement que j'en avais pas. C'était OK pour moi, en fait. Ok. Donc, tu as ce premier rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant les 4 mois entre ce premier rendez-vous et l'intervention? Il se passe rien, sauf le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc pendant 4 mois, c'est vraiment... Alors, je pense que si on n'est pas trop... si on a vraiment un doute, on peut se questionner, etc. Moi, pendant 4 mois, j'y ai pas pensé. Une seule seconde. Donc, c'était pas un sujet du tout, du tout. Avant l'intervention, du coup, tu étais sous contraception? Ouais, stérile hormonale. Ok. Donc, t'as pas eu cette angoisse parce qu'il te l'enlève du coup au moment de l'intervention, c'est ça? Ouais. Il m'a dit, vous n'allez pas le faire emmener maintenant parce que qu'est-ce que vous allez faire de maintenant jusqu'à l'intervention? Oui. C'est un peu dommage de se faire souffrir Exactement. pour ça, quoi. Mais parce que c'est vrai que ça peut être une vraie question, tu vois, cette peur de... Est-ce que tu as eu peur de tomber enceinte entre le moment du rendez-vous et l'intervention? Maintenant, du coup, c'était mon moyen de contraception depuis 1 an, donc ouais, tu savais c'était pas un sujet. que c'était fiable, quoi. Ouais. Le jour de l'intervention arrive, comment tu organises ça? Parce qu'en termes vraiment purement organisationnels, parce que on te dit, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, comment on te parle de l'opération? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport au côté invasif et à tout ce qui a... Alors, en gros, il m'explique que ça va se faire par célioscopie. Donc, pour ceux qui l'ignorent, ça consiste à mettre du gaz et à faire gonfler le ventre pour avoir les organes dégagés. Et après, il fait 2 petites incisions au niveau des ovaires et il va sectionner les trompes. Donc, les trompes, c'est le petit pont qu'utilisent les spermatozoïdes pour aller féconder l'ovule. Et ça, c'est sectionné, en fait. Donc, c'est vraiment purement physique. Je sais qu'on m'a demandé si, d'un point de vue hormonal, il y avait des effets. Il y a 0 effet. J'ai toujours mes règles, j'ai toujours de l'ovulation. Techniquement, je peux continuer à avoir des enfants. C'est juste que les spermatozoïdes peuvent pas arriver. Tombent dans le vide. Ils tombent dans le vide. Il y a l'ovule, les spermatozoïdes. Un vide abyssal. Moi, je veux de la résonance. Donc, mon SPM sera toujours là. Il n'y a aucune différence d'un point de vue hormonal. On ne touche pas à l'utérus, donc il n'y a rien qui diffère de ce point de vue-là. Donc du coup, d'un point de vue complètement organisationnel et technique, comment tu te prépares à cette opération? Donc il me dit que je dois compter entre 8 et 10 jours sans soulever de charges lourdes, en gros en me reposant. Voilà, 8 à 10 jours de repos complet et 14 jours pour le sport. Donc ça s'arrête là. Donc moi je me dis ok, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir gérer mes enfants ni la maison pendant ce laps de temps. Donc j'ai fait le choix de me faire opérer pendant les vacances scolaires. Comme ça, mes enfants allaient chez leurs grands-parents pendant 1 semaine. Donc je m'étais dit, ça me laisse le temps de me remettre. Sauf que je me suis pas remise aussi vite que je l'espérais, parce qu'aujourd'hui, je suis à J+7 de l'opération. Et c'est pas la patate, quoi. Donc voilà, c'est encore très douloureux quand je me lève, quand je bouge, quand je me couche. Voilà, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Tu spoil tout, genre, allez, merci, bisous, au revoir. Ok. Le jour J arrive. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi? Je dois rien faire. Je dois me doucher normalement. Mon mari me dépose à l'hôpital. Donc, à cause du Covid, il ne m'accompagne pas. C'est-à-dire qu'il me dépose sur le parking. J'arrive. La veille, on m'a appelé pour me dire « Vous allez directement à l'étage, ok ?» Il y a très peu de personnel dans l'hôpital. Clairement, on n'est pas forcément écouté. Mais ça, c'est pas dû à l'opération, c'est dû juste à la crise sanitaire. Donc je sais pas si ça sera la même chose dans 3 mois. Donc bon, c'est peut-être pas à prendre en considération. Mais voilà, toujours est-il que je me sens un peu seule au monde. Mais encore une fois, je suis pas stressée. Tu te sens au bon endroit? Ouais, il y a pas de problème en fait. Ouais. Donc bon, bah voilà. Tu dois être à jeun. Question technique, hein, mais... À jeun depuis minuit la veille et liquide jusqu'à 6 heures, sachant que j'étais attendue à 8 heures. Donc voilà, on me prépare, un infirmier va me voir et il me dit je vous descends donc du coup à 8h30, soyez prête, enfilez votre tenue de soirée. Donc la tenue de soirée étant une liquette avec le cul à l'air. On adore les liquettes. Et donc je m'installe, il me descend. Chaque personnel que je croise et qui va s'occuper, même ne serait-ce que 10 secondes pour bouger le lit, me demande si je suis toujours OK pour faire l'opération. Me demande mon nom, mon prénom, mon âge. Et vous venez bien pour une stérilisation volontaire? Oui. Vous êtes toujours OK? Oui. Donc ça, c'est-à-dire que à J-1 minute de l'opération, on m'a redemandé si j'étais toujours OK.
J'ai dit oui. Et là, hop, ils ont mis le produit anesthésiant. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut paraître... Il y en a qui pourront peut-être le percevoir comme t'es sûr, on ne te fait pas confiance dans ton choix. Mais il y a aussi s'assurer qu'en fait, c'est bien de ton fait, que c'est bien toi qui le décides et que c'est ton vrai consentement. Je trouve qu'elle est hyper importante, cette question. Ça me posait pas du tout de problème. Ouais. Et je trouve qu'elle est essentielle parce que j'imagine aussi qu'il y a peut-être des femmes qui le font pas par choix. Et voilà, ça peut être intéressant de pouvoir le dire jusqu'à la dernière minute, quoi. Et surtout, j'ai pas senti de jugement. Et je pense que ça m'a fait du bien. Donc tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Non. Tu te réveilles. Elle dure combien de temps l'intervention, tu sais ? Ouais, un quart d'heure. Ah ouais, c'est rapide. Ah ouais, c'est très rapide. C'est très très rapide. Ah oui. Donc tu te réveilles. Je me réveille. Finalement, l'anesthésie, elle est générale, mais elle n'est pas si forte que ça, j'imagine. Enfin, sur le temps. Ouais, elle n'est pas si forte que ça. Après, ça dépend vraiment. Alors là, c'est pas du tout universel. Hein. Ça dépend comment chacun réagit. Moi, j'ai assez mal réagi. Enfin, j'ai mis du temps à évacuer le produit. Je me suis pas sentie bien les 2 jours suivants, mais c'était à cause de l'anesthésie pour le coup. D'accord. Donc, tu te réveilles. Est-ce que tu saurais dire comment tu t'es sentie quand tu t'es réveillée ? Ouais, immédiatement, je savais où j'étais, je savais ce que j'avais fait et je savais que c'était terminé. J'étais soulagée en me réveillant, en fait. Et j'étais tellement soulagée que je m'en rappelle, m'être dit, concentre-toi pour être le plus clair possible, qu'il te remonte dans la chambre et que tu t'en ailles. Parce que ça y est, c'était fait. Et je voulais pas qu'il y ait de doute possible. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais je voulais qu'on sache que ça y est, c'était terminé pour moi, que je l'avais fait et que j'étais prête à vivre ma nouvelle vie. Tu vois vraiment ça comme une nouvelle vie ? Ouais, mais ouais. Bon, toi, tu le sais, mais ça fait vraiment partie d'un cheminement beaucoup plus complet et complexe. Et ça, c'était ma première pierre à l'édifice, en fait. Ouais. Donc, c'était un acte absolument nécessaire qui est totalement dû à mon histoire, à ma lignée féminine. C'était vraiment nécessaire pour moi. Je vois exactement quel est le sentiment. C'est assez fort de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Tu remontes en chambre. Tu remontes en chambre. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es dans le gaz ? Ouais, je suis dans le gaz, mais dans les 2 sens du terme. Ah ouais. Alors, je vous le dis, la cystoscopie consiste donc à mettre du gaz dans le ventre, mais ce gaz doit être évacué. Et il s'évacue par voie naturelle. Je ne vous fais pas un dessin. Ah si, fais-nous un dessin. Un bruitage, peut-être. T'as dit qu'on allait peut-être en avoir aujourd'hui, je n'en ai pas encore entendu. Non, je vous épargnerai ça. J'arrive un peu plus à me contrôler. Ouais. Mais ouais, il faut évacuer le gaz, c'est atroce. Ouais. Ça fait limite plus mal que l'opération. C'est vrai. Ouais. Bah, enfin, ceci dit, pour connaître... alors, on va parler pipi-caca, hein, mais attention, moment pipi-caca. Pour connaître les ballonnements et la constipation et tout le gaz qui est justement engendré dans le ventre, ça fait extrêmement mal. Bah, ça remontait dans mes épaules. C'est horrible. C'est atroce. C'est atroce. Et en fait, il n'y a que vraiment l'expulsion du gaz qui te soulage. Donc, en fait, il n'y a que quand tu pètes que tu te sens bien. Et limite, tu as presque des sensations limite orgasmiques quand tu pètes. Parce que tu es là, ah oui, enfin, ça sort, ça. Quoi. Mais du coup, c'est pas odorant, hein, puisque c'est le gaz de l'intervention que tu dois évacuer. Sauf que tu as le bide un peu en vrac. Et, donc, du coup, pour contracter, c'est extrêmement douloureux. Donc, en fait, tout le processus de guérison, vraiment, il est assez douloureux. J'ai le ventre encore pas mal gonflé. J'ai un bel hématome qui s'est formé. Les cicatrices vont pas être visibles. Je me fais absolument pas de soucis là-dessus. J'ai pas de soins à faire dessus non plus. Elles sont collées, c'est-à-dire j'ai même pas de fil. Hein. Donc non, le post-op, clairement, je n'ai rien à faire. Ouais, ils appellent ça une opération non invasive, je crois, ça s'appelle. Donc c'est plutôt chouette. Tu peux rentrer chez toi à partir de quand ? 15h le jour même. C'est en ambulatoire. Ok. Et quels sont les examens en fait pour qu'ils t'autorisent à rentrer chez toi ? Est-ce qu'ils regardent Rien du tout. Ils regardent rien du tout ? En gros, ils m'ont dit ça va. Je dis ça va. Ils m'ont dit d'accord, vous pouvez sortir à 15h. Ils n'ont pas regardé du tout les plaies ou quoi que ce soit ? Donc voilà, mon prochain rendez-vous, c'est dans 1 mois. Pour vérifier que tout va bien, donc avec le gynécologue qui t'a opéré, c'est ça ? Exactement. Ouais, ok. Donc le contrôle post-op. Tu rentres chez toi, t'as pas d'enfant ? Non. C'est la belle vie. Non, mais comment tu te sens en vrai sur ces jours post-op ? Je me sens chanceuse d'avoir pu le faire. Je me sens libérée, je me sens ballonnée. Mais je me dis, ça y est, c'est fait, tu peux passer à autre chose. Sauf que en réalité, étant donné ma nature, j'ai beaucoup de mal à rester, à ne rien faire. Et je sais que ça me pèse sur le moral.
Donc là, ça fait 8 jours et j'en ai marre. Là, il faut que je puisse de nouveau bouger normalement, mais le fait est que c'est pas le cas. Je pouvais pas bosser parce que j'étais très fatiguée. L'anesthésie, quand même, ça fout un coup. Donc très fatiguée. Le soir à 20h, je tombe de fatigue. Je fais des nuits de bébé, par contre. Mais, Non, tu fais pas des nuits de bébé. Ouais, non, tu sais que non. Allez, sinon, tu n'aurais pas fait ça. Je fais des nuits d'adultes sans enfants. Merci. Non, mais vraiment, il faut qu'on change cette expression. Ouais, c'est très étrange, d'où ça vient ce truc-là. Je pense que c'est pour maintenir l'espèce. Sinon, personne ferait des enfants. Donc, tu dors comme un adulte sans enfant. C'est ça. Sans souci. Je dors comme un adulte sans souci. Okay. Et tout va bien. Mon cher et tendre s'occupe de moi. Il me prépare à manger, il me porte, il me douche. Parce que les 3 premiers jours, on ne peut pas se baisser. Ah ouais. Clairement, c'est impossible. Donc je reste comme ça, allongée ou debout, et c'est lui qui me déshabille, qui me lave, qui m'apporte mon repas, tout ça. Donc beaucoup de chance. Tu en as parlé sur les réseaux sociaux de ton choix de la ligature des trompes. Qu'est-ce qui est le plus revenu quand on a parlé ? Ce qui est le plus revenu, c'était beaucoup l'aspect pratique. Ah ouais. Du genre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe après. Ce qui est revenu en revanche aussi beaucoup, et c'est le deuxième aspect, c'est par rapport dans le couple. Cette prise de décision, parce qu'elle reste personnelle, mais elle reste commune aussi, et c'est là tout le paradoxe d'une stérilisation volontaire, c'est que c'est un choix qui nous appartient, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un choix qu'on fait à l'intérieur du couple. Si mon mari m'avait dit écoute, je veux pas, et attention, s'il avait des arguments valables, mais s'il m'avait dit je veux pas pour telle ou telle raison, et que ces raisons me touchaient, j'y aurais réfléchi. Moi, j'aurais essayé de l'influencer, mais c'est une décision qui se prend aussi de manière commune. Il faut être sûr que l'autre ne veut plus d'enfants et que ça ne lui pose pas de problème de plus avoir d'enfants. Ouais. Tout comme quand tu es un jeune couple sans enfant et qu'il y en a un qui désire un enfant et pas l'autre, en fait. C'est à quel moment tu décides de franchir le pas ou pas, qui des deux fait le sacrifice, entre guillemets, finalement, parce que c'est ça. Et ça, c'est pas des questions que t'as. Tu te dis toujours, quand est-ce qu'on décide de faire un enfant ? J'en parle, mon désir d'enfant. Mais tu te poses jamais la question de quand ça s'arrête. Ouais. Quand est-ce que je parle à mon +1 du fait que c'est fini, je veux plus d'enfants, et qu'on va peut-être prendre des actions concrètes pour faire face à ça. Et puis quand on est tous les deux d'accord, en fait, c'est une chose quand ça se passe bien, mais si c'est pas le cas. Ouais. C'est ça le problème. C'est là justement où le bas blesse. Et attention, je tiens à le dire ici, à aucun moment on a demandé l'autorisation de mon mari. C'est très important. C'est un choix qui vous est tout personnel. Oui, il n'est même pas venu en rendez-vous. Ça le concerne finalement pas. Mais comme de toute façon, sur la vasectomie, je ne pense pas que les épouses soient consultées non plus. Non, mais parce que ça paraît logique qu'on demande à ton mari parce que t'es une femme, mais alors en fait, personne va se dire ouais, t'as demandé à ta femme si t'es un mec, quoi. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder ou quoi, mais j'ai vu que t'avais lancé une boîte à questions tout à l'heure sur Instagram. Est-ce que, si t'as des retours à l'occasion, on peut aussi répondre aux questions là ? Alors, je veux tout savoir. Bon, ça c'est bon. Y a-t-il un dérèglement de cycle après ? Pas du tout. Comme je l'ai dit, ça n'intervient en aucun cas sur les hormones, donc on a ces règles tout à fait normalement. Ça a mis longtemps avant de pouvoir mettre une date d'intervention. Alors, vu qu'il y a le délai des 4 mois, on regarde directement pour la mettre au bout de 4 mois pile poil. Ah ouais. Donc du coup, techniquement, non, j'ai pas eu à attendre un délai supplémentaire pour trouver une date. Est-ce que le généraliste peut faire ce premier rendez-vous ? Très bonne question. Je pense que le généraliste peut faire la lettre vers un chirurgien obstétrique. Ah oui, ça, je pense que oui. Par contre, je ne pense pas que ça compte comme le premier rendez-vous. Tu vois, comme toi, quand tu es allé voir ta gynécologue qui te suivait habituellement, c'est pas ce rendez-vous-là, en lui disant « je veux faire une stérilisation », c'est pas ce rendez-vous-là qui a compté dans le délai des 4 mois. Parce que du coup, si c'est ça... Je pense que ça dépend. Moi, j'étais tellement sûre de moi qu'il m'a mis le délai des 4 mois à partir de ma gynécologue. Et pas de son rendez-vous. C'est parce qu'il y a un courrier écrit, alors, dans ce cas-là. Il y a un courrier écrit. S'il y a un courrier écrit, c'est peut-être ça qui... Ouais. Mais après, de toute façon, les médecins généralistes sont habilités, a priori. Ils prescrivent la pilule, hein. Donc ils peuvent faire ce genre de courrier, je pense. Sans jugement, comment s'est prise la décision dans ton couple ? Pourquoi pas une vasectomie ? Ça, du coup, je l'ai dit en avant, c'est parce que c'était ma décision et je voulais le faire indépendamment de mon mari. Le coût, j'ai payé 350 € pour le chirurgien obstétrique en dépassement de frais d'honoraires et 150 € pour l'anesthésiste. Et je ne sais pas combien la mutuelle va me rembourser. Mais c'est une clinique ou c'est un hôpital public ? La Louvière, c'est une clinique, je crois. Je ne sais pas. C'est là où il opérait, donc ça dépend du chirurgien, en fait.
Parce que peut-être que ça diffère en fait. Les prix en clinique et en hôpital public sont pas les mêmes. Pour le coup, c'est pas. Tu vois, j'irais plus, c'est que c'est le praticien. Les dépassements de frais d'honoraires, c'est pas tant par rapport à la clinique. Parce qu'après, j'ai payé ma chambre encore en plus. Donc, Parce qu'en fait, je pense pas que les médecins, les gynécologues, alors ça, c'est encore une fois à vérifier, mais que les gynécologues et les médecins en hôpital public ont le droit de pratiquer des dépassements d'honoraires. D'accord. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas l'impression. Alors qu'en clinique, si, parce que c'est privé. Mon mari n'est pas chaud. Comment le convaincre ? À la rigueur, il faudrait lui demander pourquoi. C'est quoi le problème ? C'est soit il veut un autre enfant, et là c'est un autre sujet, mais techniquement parlant, moi j'y vois que du positif dans le sens où je n'ai plus de charge mentale de contraception, et c'est surtout que c'est pas lui qui prend la contraception. C'est pas lui qui a des hormones dans le corps, c'est pas lui qui a un objet contendant dans le vagin. Moi, c'est tout ça qui me posait problème, en fait, de me dire que la charge reposait uniquement sur moi, et que c'était légitime que je prenne cette décision pour m'en libérer. Moi, je voulais plus que mon humeur, que mon énergie soit conditionnée par des produits de synthèse. C'est quelque chose que j'accepte plus, en fait. C'était fini. Et je pouvais plus subir cette injustice de devoir faire ça pour deux. Pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui subis tout le temps ? Donc, stérilisation volontaire et basta, quoi. Ouais. Comment tu la vois, ta vie d'après ? Donc ça, comme je disais, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de m'occuper de mon SPM. Et en fait, tout ça, j'espère que ça va me réconcilier avec ma féminité et à me sentir en sécurité dans ma vie de femme. Parce que c'est là où tout le bas blesse. C'est qu'en fait, avec toute cette injustice que je ressens, je suis en colère d'être une femme. Et tout l'aspect faire des enfants, c'est quand même... par là que d'être une femme se caractérise le plus. Donc pour me réconcilier... Selon toi. Selon moi. Voilà, la maternité, pour moi, fait partie... était l'illustration de la féminité, pour moi. Donc en stoppant ça et en me disant « je ne peux plus avoir d'enfants », je me réconcilie un petit peu avec ma féminité et je ne suis plus potentiellement une maman. Désormais, je deviens Pauline. De manière pleine et entière. C'est fort ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Hein. Comme quoi, hein, c'est... Mais parce que je connais l'histoire, donc c'est un peu biaisé. Mais moi, je trouve ça fou d'aller creuser et d'aller comprendre le pourquoi du comment. Et quand tu as une envie aussi forte... Mais ça se compare d'ailleurs à un désir de maternité, hein, très clairement, parce qu'on en discute avec les copines, justement, de se dire non, mais moi, j'ai pas fini, moi, j'en veux encore, et d'autres où c'est complètement l'opposé. Et tu sens, en fait, qu'à chaque fois, c'est un désir, qu'on veuille ou pas d'enfant, mais c'est un truc tellement fort, en fait, c'est dans tes tripes et c'est viscéral, quoi. Et ça se contrôle pas. Et en vrai, vraiment, je pense que ce désir de ne pas ou ne plus avoir d'enfants est aussi important qu'un désir d'avoir des enfants plutôt. Et on les met jamais en parallèle, finalement, je trouve. Paradoxalement, parce que c'est... Alors que c'est la même chose. Et puis c'est surtout l'aboutissement logique, c'est que tout le temps, on veut des enfants jusqu'à ce qu'on n'en veuille plus, en réalité. Et c'est quelle décision et quelle action je mets en place à partir du moment où je sais que je ne veux plus d'enfants. Donc moi, en l'occurrence, ça, c'était la ligature des trompes, mais ça peut passer par autre chose. Hein. Non, mais carrément. Et puis moi, ce que je trouve assez fou, finalement, c'est que tu vois, toi, tu as parlé de ta stérilisation, et en fait, il y a tout un tas de questions qui viennent, et on fait cet épisode aussi pour ça, tu vois. Parce que tu as dit que tu ne désirais plus avoir d'enfants. Mais quand une femme dit « je désire avoir des enfants », personne ne lui demande pourquoi. C'est vrai. Hein, alors qu'en fait, au final, le changement, il est quand même plus grand quand tu veux des enfants que quand tu n'en veux plus. C'est vrai. Parce que tu changes plus ta vie, là. Tu ne déséquilibres plus rien, finalement. Tu vas créer d'autres choses qui n'auront rien à voir avec la maternité. Alors qu'en fait, le changement, le gros changement, il vient surtout quand tu désires des enfants. Mais c'est pas questionné. Non. C'est l'ordre des choses, on dit. C'est ça. Alors qu'en fait, nous, on pourrait faire des enfants jusqu'à 45 ans, a priori. Normalement, tous les 2 ans, t'es censé en faire un. Mais c'est pareil, parce que même, là, c'est parce que t'en as 2, mais si t'en avais eu 3 et que t'avais fait la ligature des trompes, peut-être qu'on te questionnerait pas non plus. Non, je pense qu'on m'aurait rien dit. C'est fou, hein ? Il y a un chiffre comme ça de... si t'en as 1, c'est pas assez. Si t'en as 2, c'est bien. Si t'as une fille et un garçon, c'est bien, mais si t'en veux plus, c'est un bonus et c'est cool. Par contre, plus que 3, non, il faut pas. Non, c'est trop. C'est trop. En fait, juste ce qu'on va tirer comme leçon de cet épisode et de la vie en général, soyons fous, c'est que putain, mais foutez-nous la paix, quoi. C'est ça. Juste laisser la vie des gens entre leurs mains. On est les maîtres de nos décisions et il y a personne qui a le droit de dire quoi que ce soit sur nos envies, nos désirs.
Pas même notre mari d'ailleurs, ou notre conjointe ou notre conjoint n'a le droit de décider à notre place. C'est des décisions, comme tu disais, qui restent en couple parce que ça a une incidence sur la vie de l'autre, c'est vrai. Mais c'est des désirs qui sont profonds. Et c'est surtout personnel au départ. Et c'est ça qui fera la différence sur le fait d'être sûr de soi ou pas. C'est que c'est pas une idée qui sera implémentée par votre +1. C'est un choix que vous aurez fait personnellement, sans considération de l'autre. Après, le fait de passer le cap se fera avec l'autre. Mais c'est un cheminement personnel de se dire « je suis sûre de moi, je ne veux plus d'enfants, je fais ça parce que… » Moi, pour le coup, c'était les contraceptions qui me rendaient folle et que je voulais plus prendre. Mais ça peut être d'autres leitmotivs. Hein. Et j'aimerais surtout dire une chose. Sur les réseaux, j'en ai parlé, j'ai fait une newsletter aussi. Et j'ai eu un message d'une nana qui me disait « Bon, je voulais te dire que je te trouve très courageuse d'en parler. Je pense que tu essuies pas mal de critiques, mais moi, tu m'aides beaucoup. » Et alors, je n'ai reçu aucune critique. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais dit quelque chose de négatif quant au fait d'en parler ou sur la ligature des trompes en tant que telle. Jamais. Comme quoi, hein, on a l'impression, je pense que c'est surtout des peurs. Notre peur du regard de l'autre qui imagine qu'on va être critiqué. Mais pareil, encore une fois, j'étais tellement alignée avec mon choix que si ça avait dû être le cas, j'avais les arguments pour y faire face et ça ne m'aurait posé aucun problème. T'as pas laissé de brèche non plus pour qu'on t'attaque. Ouais, tu crois ? Je pense. Après, tu t'es jamais dit, vas-y, je me pose la question, tu vois. Ouais, non. Parce que pourquoi on m'aurait attaqué ? Parce qu'on peut être contre. Comme on peut être contre les moyens de contraception, contre l'IVG, etc. Donc, c'était possible que quelqu'un me dise « mais ça va pas ». Pourquoi pas, imaginons dans le pire des cas, me dire de prôner ça. Alors, attention, je ne prône absolument pas ça. Je partage uniquement mon expérience pour avertir parce que je pense qu'il n'y a pas assez de contenu sur ce sujet et que c'est une solution qui peut être vraiment top pour certaines femmes, sauf qu'on l'ignore tout simplement. Voilà. Mais si on avait dû m'attaquer, je pense, j'aurais eu les armes pour me défendre et surtout, ça ne m'aurait pas atteint parce que tout simplement, le regard des autres et les critiques qu'on peut me faire ne m'atteignent pas de manière générale. Et alors ça, encore moins quand je suis sûre de mon choix. C'est ça. Et puis en fait, dans ta communication, de manière générale, tu parles toujours de toi, de ton ressenti, de ton choix. Et en aucun cas, tu dis que, par exemple, avoir des enfants, c'est mal. Même parce que je ne juge pas les autres non plus. Voilà. Donc en fait, forcément, tu reçois ce que tu donnes finalement, un petit peu. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Pauline, pour ton témoignage. Je pense qu'il va être précieux pour des femmes qui se poseraient la question. Il y a une question, tu vois, on en a parlé tout à l'heure dans la rue. Tu m'as dit que le mot stérilisation définitive t'avait fait un choc. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était connoté de manière très négative. Autant ligature des trompes, ça va, c'est soft, mais stérilisation volontaire, et on m'a dit ça pour la première fois quand j'étais à l'hôpital, justement. Et là, je me suis dit, wow. Parce que pour moi, stérilisation, il y a un côté forcé. La stérilisation, c'est quelque chose qu'on impose. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ça me dérangeait. Ok. Merci, Pauline. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Franchement, je pense que ça m'a fait très plaisir et ça me tenait vraiment à cœur. Et j'espère que ça servira, vraiment. Écoute, si on veut te retrouver, si on veut voir ce que tu fais, est-ce que tu as une actu, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on peut me trouver sur Instagram, donc @breakyourday, sur mon site internet et bien sûr sur ma Good Newsletter que j'envoie une fois par semaine. Il suffit de s'inscrire sur le lien dans ma bio. Super, merci encore et à bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Lahaye écrivait « Des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci !» Merci à toi, Mademoiselle Lahaye. Je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi. Ce sera génialissime aussi. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.